Faisons le bilan de la reproduction sexuée des angiospermes via le cycle de développement ou cycle vital. Chez les angiospermes, on a la majeure partie du végétal qui est représentée par la plante feuillée avec l'appareil végétatif, racines, tiges et feuilles, qui portent les organes reproducteurs. Tout ça correspond à un individu diploïde. On a une association d'un grand nombre de cellules qui sont 2N. On parle de génération diploïde. C'est le sporophyte. Tout ce qui est diploïde sur ce schéma sera représenté en rouge et haploïde en bleu. Au niveau de ce pied feuillé, les organes reproducteurs avec les fleurs vont contenir partie femelle. Sur cette partie femelle, des feuilles modifiées appelées sporophyles vont permettre de porter les spores. Ces sporophyles, ce sont le ou les carpelles qui forment l'ovaire. Il contient l'ovule dans lequel on va retrouver le nucelle, enveloppe pluricellulaire protectrice des spores. On parlera de sporange femelle. Au sein de ce nucelle, une cellule mère des spores, cellule sporogène, va donner naissance à des spores, encore qualifiés de méiospores. Ici, ce sont des spores femelles. On peut aussi les appeler macrospores. Pour la partie mâle, l'étamine va être l'équivalent de la sporophylle. Dans cette étamine, il y aura des enveloppes pluricellulaires protectrices des spores qu'on appellera sac pollinique. Et dans chaque sac pollinique, il y aura un grand nombre de cellules mères des spores, générant des microspores ou spores mâles. Méiose, ici, étant également appelée réduction chromatique, puisqu'on va diminuer le karyotype, passer de 2N à N. Suite à cette méiose, on aura un ensemble de mitoses. Mitoses qui, à partir d'une macrospore, les 3 autres spores vont mourir, une macrospore va générer un sac embryonnaire. C'est une génération pluricellulaire, un ensemble pluricellulaire haploïde avec plusieurs cellules, en l'occurrence 7 cellules et 8 noyaux, dont 2 gamètes, l'oosphère, et la cellule centrale qui contient 2 noyaux. Chaque microspore va donner naissance à un grain de pollen d'abord bicellulé puis tricellulé qui contient les gamètes, les spermatides. On a ici le gamétophyte mâle ou microgamétophyte. Le macrogamétophyte étant le sac embryonnaire. Ces gamétophytes portent les gamètes, l'oosphère et la cellule centrale, d'une part, et d'autre part les 2 spermatides. Ces 2 ensembles de gamètes vont fusionner par double fécondation pour générer un zygote principal ou œuf principal et un zygote accessoire ou œuf accessoire qui au départ sera triploïde puis deviendra diploïde. Là, on a le développement embryonnaire, donc l'embryogénèse. Il y a 2 embryogénèses qui se font en même temps simultanément dans l'ovule qui se transforme en graine pour donner donc via un grand nombre de mitoses, on a beaucoup de divisions de type conforme, des structures qui sont pluricellulaires de type diploïde, embryon plantule, albumelle. Toute cette embryonégénèse se fait au sein de la graine qui va être une structure de dissémination, de résistance pour le passage de la mauvaise saison, avec éventuellement des phénomènes de dormance et va pouvoir ensuite germer pour après donner la plante feuillée. Donc là aussi, bien sûr, un grand nombre de mitoses interviennent. C'est le développement post-embryonnaire qui va permettre de retrouver le sporophyte adulte. Ici, on a un cycle avec 2 générations. La génération diploïde, le sporophyte qui va être prépondérant, et la génération haploïde, qui ici va être plus secondaire. On parle de cycle digénétique, 2 générations, haplo pour la phase haploïde, haplo, diploïde pour la phase diploïde. Donc on a un cycle digénétique haplo-diploïde. On va maintenant utiliser ce cycle pour résumer également les adaptations
des angiospermes au milieu aérien concernant leur reproduction sexuée. Qui dit adaptation au milieu aérien nécessite de préciser face à quelles caractéristiques sont présentes ces adaptations. Donc le milieu aérien, il a pour caractéristique d'être un milieu relativement agressif avec des variations de température, des phénomènes de dessiccation possibles. Donc on a des structures de protection contre ce milieu agressif. D'une part, on a les carpelles qui forment les ovaires clos autour des ovules, donc phénomène d'angiospermie. On peut considérer que c'est une protection, une adaptation au milieu aérien. Ensuite, l'ovule lui-même contient des téguments protecteurs qui entourent le nucelle, donc avec présence de sporanges formant des spores qui sont des stades fragiles. Donc le fait même d'avoir des sporanges constitue une adaptation au milieu aérien. C'est valable pour le sporange femelle, le nucelle, comme pour le sporange mâle, le sac pollinique. On parlera également en parallèle d'endosporie. Les spores sont fabriqués à l'intérieur d'enveloppes protectrices. Ensuite, on a également protection quand on considère que le sac embryonnaire reste à l'intérieur de l'ovule lui-même dans l'ovaire. On a un phénomène d'endoprotalie avec un emboîtement de génération. Et enfin, le grain de pollen avec sa paroi pollinique et notamment son exine avec la sporopollénine est relativement protégé pour passer dans le milieu aérien. Ensuite, le milieu aérien est un milieu relativement pauvre en eau par rapport au milieu aquatique. Les adaptations principales, ce sont par exemple le phénomène de siphonogamie. Les spermatides sont des gamètes mâles non flagellés qui sont apportés par un siphon, un tube pollinique, donc on parlera de siphonogamie. Le milieu aérien également, sous nos contrées, est soumis à de grandes variations saisonnières, donc on a des phénomènes de passage de la mauvaise saison, avec notamment la graine qui correspond à une structure de résistance, avec des téguments, avec présence de réserves déshydratées qui vont pouvoir passer l'hiver et germer à la bonne saison, et notamment pour certaines graines, le phénomène de dormance avec la levée de dormance qui correspond à des stimuli bien particuliers permettant une germination au bon moment, au moment du printemps, pour lequel les conditions seront plus favorables au développement de la jeune plantule. L'adaptation au milieu aérien peut également se voir par rapport à l'utilisation des vecteurs du milieu aérien. Donc là, on va utiliser des avantages d'être dans le milieu aérien. C'est notamment la dispersion des grains de pollen, la pollinisation, le transport qui va utiliser des vecteurs du milieu aérien, soit les insectes lors de l'entomophilie, soit le vent pour les grains de pollen de type anémophile. Également, la graine qui bien sûr est disséminée au sein de son fruit va pouvoir être disséminée de différentes façons. Cette dissémination peut se faire via les animaux du milieu aérien. On parlera de dissémination par exemple de type endozoochorie si le fruit est ingéré, donc les fruits vont être adaptés à cette ingestion, les fruits charnus par exemple, donc endozoochorie. On peut avoir certains fruits qui sont portés par le pelage des animaux, on parlera d'ectozoochorie, ou encore certains fruits sont adaptés pour la dissémination par le vent, donc là on a une anémochorie. On peut également présenter ce cycle pour rappeler ici les adaptations à la vie fixée, au mode de vie fixé des végétaux. C'est également les deux derniers aspects que l'on vient de présenter. Les végétaux ne peuvent pas bouger, donc pour leur reproduction, pour le transport des grains de pollen, ils vont utiliser les vecteurs du milieu aérien, anémophilie
et entomophilie, et également pour la dispersion des graines avec les phénomènes d'endozoochorie, d'ectozoochorie et d'anémochorie. Pour finir, simplifions le cycle de développement. On peut le représenter de la manière suivante. Le zygote va subir des mitoses pour donner une génération, donc un individu pluricellulaire qui est de type diploïde au cours du développement embryonnaire et du développement post-embryonnaire. Donc le sporophyte se forme. Certaines de ces cellules au cours de la méiose vont donner des spores qui elles-mêmes, par phénomène de mitose, vont donner une nouvelle génération, le gamétophyte. Le gamétophyte porte les gamètes qui fusionnent, c'est la fécondation qui est de type double fécondation chez les angiospermes. Donc on a la place ici de la gamétogénèse. On voit ici une grande différence avec les mammifères, c'est qu'après la méiose, sont présentes des mitoses qui forment une génération haploïde, le gamétophyte. Donc il y a des mitoses avant la fécondation, ce qu'il n'y a pas chez les mammifères. Chez les mammifères, suite à la méiose, sont fabriquées des cellules qui se différencient tout de suite en gamètes. Là, non, au préalable, il y a des mitoses. Donc chez les mammifères, le cycle est uniquement monogénétique, diploïde, alors que là, il est digénétique. Au niveau des aspects génétiques de cette reproduction sexuée, donc là, je vous renvoie à ce qu'on a vu chez les mammifères, concernant les phénomènes d'innovation et de conservation génétique. On a les mêmes grands aspects, avec la méiose, bien sûr, qui va générer de la diversité génétique, donc ici des spores, mais qui va se refléter après au niveau des gamètes. Donc on a une grande diversité de gamètes permise grâce au processus de brassage intra- et interchromosomique de la méiose. Puis ensuite, les gamètes fusionnent au hasard. Donc là, on va fabriquer un zygote qui est vraiment unique. On a une grande diversité de types de fécondation possibles. Donc zygote vraiment très unique. On peut avoir une grande variété de zygotes. Enfin, on a présence ici d'une certaine conservation aussi de l'information génétique, puisque le zygote présente le karyotype de l'espèce, le karyotype est conservé, le génotype de l'espèce également est conservé, et on a également conservation de certains caractères parentaux.